Bonjour, bienvenue à cette nouvelle édition de Studio Lacan. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir sur notre plateau l'écrivaine et sociologue Chahla Shafik, qui écrit en persan et en français, et est iranienne et française, pour parler du soulèvement sans précédent qui agite l'Iran et qui nous regarde tous, plus de 400 morts, plus de 17 000 arrestations et plusieurs mots d'ordre. À Femmes, Vie et Liberté se sont associés d'autres slogans comme Mort au dictateur, et au fond un soulèvement qui a commencé par les femmes se généralise et beaucoup plus largement la société civile conteste un régime avec lequel le décalage est de plus en plus important, et c'est de cette question que nous allons traiter aujourd'hui dans notre Divan dans le Monde avec Chahla Shafik. Puis dans un second temps de l'émission et sans transition, notre actualité de la psychanalyse sera assurée par Mathieu Siriot qui nous parlera d'une nouvelle traduction de Plotin. Et bien c'est parti. Bonjour, Chahla Shafik. Le meurtre de Mahsa Amini évoque chez nous comme une sorte d'un déjà-vu. Il nous renvoie au meurtre de Neda Aga Soltan en 2009 que vous mentionnez dans votre livre sur l'islam politique, sexe et genre à la lumière de l'expérience iranienne. À l'époque, Neda est devenu un symbole d'une révolte surnommée Révolution Twitter, qui a été engendrée par des fraudes électorales. Cette contestation populaire a été d'une ampleur jamais vue depuis la révolution de 1979. Et elle a été aussi marquée par, comme le soulèvement actuel, elle a été marquée par une présence massive des femmes et violemment étouffée aussi par les milices des Basiji, par des tortures, arrestations, exécutions. Alors, l'insurrection actuelle semble être importante, même plus importante. Elle a déjà coûté la vie de plus de femmes et d'hommes iraniens. D'abord, est-ce qu'il y a des points d'analogie possibles entre ces deux insurrections, bien qu'il y avait d'autres entre-temps, comment est-ce que vous voyez la suite? Est-ce que vous oserez anticiper sur l'issue que pourrait avoir la révolte actuelle? Bonjour tout d'abord, merci pour ce dialogue, pour cet échange. Bien sûr, il existe une continuité, si vous voulez. Il y a une analogie possible, il existe une continuité aussi. C'est que en 2009, c'était une expression de la société civile des classes moyennes, plutôt, cette expression a été une contestation massive, mais à l'occasion de l'élection. L'élection en Iran n'étant pas libre, une question qui s'est posée à l'époque, c'est comment ça se fait que ça devient l'occasion de ce genre de choses. Moi, ma réponse, telle que je l'ai développée dans les différents essais que j'ai écrits, c'est que dans ce genre de pouvoir, c'est-à-dire sous ce type de pouvoir qui est d'une dimension totalitaire, où il n'y a pas des partis libre, il n'y a pas de syndicats, il n'y a pas de presse libre, il y a toujours des occasions qui sont offertes à l'intérieur qui font qu'il y ait des contestations. Et ça, c'était l'élection. Et en plus, à l'époque, les jeunes et les femmes se sont fortement mobilisés pour, bien sûr, des réformes, mais en même temps, c'était plus que les réformes. Puisque après, une fois que les fraudes électorales ont prouvé que cette réforme était impossible, les gens étaient dans la rue par millions pour casser les codes de non-mixité, les femmes et les hommes ensemble,
Et après, il y a eu une répression terrible qui a compris les femmes et les hommes. Et j'avais dit que ce n'était pas du tout par hasard si une jeune femme devient le symbole de ce soulèvement qui était tout à fait mixte. Et même la mixité était une des particularités. Parce que la répression sexiste, la répression des femmes, est à la base de ce pouvoir totalitaire, en fait. Et donc aujourd'hui, vous considérez que c'est différent? Si vous voulez, c'est différent. À la fois, c'est une continuité, c'est une rupture. Dans la mesure où, après 2009, après ce soulèvement et la répression massive, il y a eu des émeutes urbaines. On a vécu plusieurs émeutes urbaines qui mobilisaient les classes populaires, contrairement à 2009. Avec les slogans très radicaux. Ça veut dire, en fait, contre le régime, contre le pouvoir. En fait, c'est plus ample. C'est une insurrection partout non, mais dans le pays. avant ce soulèvement, il y a eu des émeutes urbaines qui ont posé le mot d'ordre, la mort à la dictature. Et ils ont ciblé la tête au régime. Il y a eu plusieurs. Est-ce que vous pensez que le régime est en danger? Oui. Est-ce que vous pensez que c'est le début de la fin? Bien sûr. À votre avis, c'est le début de la fin? Bien sûr. Mais après, une fois ces émeutes urbaines ont été réprimés également, il y a eu le temps de cette révolte-là qui a clairement commencé par la question des femmes. Le voile obligatoire. Oui, alors par rapport à cette question de la place particulière des femmes dans les mouvements révolutionnaires, votre dernier livre, Le rendez-vous iranien de Simone de Beauvoir, qui est un essai, et aussi votre dernier roman, Demande au miroir, ont des héroïnes féminines et témoignent de la place que prennent les femmes dans les mouvements contestataires en Iran. Vous venez de préciser qu'effectivement, ça passe par elles parce que c'est le socle du régime est fondé finalement sur l'oppression des femmes. Comment est-ce que vous interprétez, vous, la manière dont ce soulèvement d'aujourd'hui est véritablement parti de cette force féminine, entre guillemets, à la mesure même que, et peut-être un peu différemment, mais en 79, le premier temps de l'arrivée au pouvoir des islamistes a été marqué par la mise en place du port du voile obligatoire. Et donc on a à chaque fois dans les grands moments les femmes qui surgissent comme actrices principales. Tout à fait. Moi, si vous voulez un tableau, on regarde comme un tableau de peinture, l'évolution de ces 4 décennies après l'arrivée des islamistes au pouvoir, dans la révolution aussi, les islamistes ont essayé de faire du voile de femme un drapeau de l'union de peuples face au régime de Shah et ses alliés occidentaux. Donc ça a commencé, si vous voulez, par le voile et se termine aujourd'hui par le voile. Ça veut dire aujourd'hui. On ne sait pas si ça va être la fin, mais c'est le début de la fin. Ça veut dire, en fait, c'est un cercle, si vous voulez. Et la première action qu'a fait Khomeini, une des premières actions, c'était d'appeler les femmes au port de voile, après arriver au pouvoir, alors qu'il avait dit qu'il y aurait un choix, etc. Donc, c'est parce que le voile était devenu le porte-drapeau de tout un système. C'est pour ça en fait, si vous voulez, les islamistes khoméinistes sont arrivés au pouvoir dans un pays où il y a eu déjà, dans le passé, il faut se contextualiser ce temps de pouvoir. C'était, si vous voulez, au début du siècle, nous avons fait la révolution constitutionnelle qui voulait instaurer le Parlement. Après, on est arrivé à la période de Pahlavi, des rois Pahlavi, où il y avait des réformes modernisateurs, mais sans démocratie, ce que j'appelle la modernité mutilée. Ça veut dire, en fait, qui a créé pas mal de paradoxes, si vous voulez. Mais avec des espaces de liberté pour les femmes. Voilà, avec les acquis pour les femmes, mais dans la révolution, quand il y a eu l'arrivée des islamistes, ils ont aboli non seulement les acquis déjà précédents, mais ils ne pouvaient pas faire reculer les femmes puisque les femmes étaient déjà présentes. À l'université, 30% des étudiants étaient des étudiantes. Et moi, j'étais à l'époque parmi ces 30%, si vous voulez. Donc, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Ils ont créé une nouvelle stratégie de la canalisation de cette force féminine
avec le voile obligatoire. Ils ont dit, d'accord, vous restez, mais dans le cadre que nous vous traçons. Et ça n'a jamais marché comme ils voulaient. De toute façon, il y a eu dès le début des bagarres. Alors, dans le soulèvement actuel, beaucoup de femmes, certaines célèbres, diffusent sur les réseaux sociaux des petites vidéos dans lesquelles on les voit en train de se couper une mèche, certainement en hommage à Mahsa Amini qui avait une mèche en trop, qui a dépassé son voile, ce qui lui a coûté la vie. Vous avez fait une tribune dans Le Monde dans laquelle vous avez déplié le sens de la chevelure dans la mythologie persane. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est, à votre avis, le sens de cet acte qui se fait sur les réseaux sociaux Si vous voulez, c'est un acte multisens, si vous voulez, multidimensionnel, avec plusieurs sens. Et c'est ça qui fait la beauté de cet acte et le message universel qu'il renvoie. C'est à la fois, ça renvoie à des traditions anciennes, surtout dans certaines régions de l'Iran où les traditions de deuil, où on coupe les cheveux, mais en même temps, il y a aussi un message qu'on pourrait décoder, j'ai essayé de décoder dans cette tribune, c'est aussi le fait de la relation de la chevelure, ça veut dire l'image des cheveux, et les herbes, ça veut dire les végétations. Oui. Donc il y a à la fois la mort et la vie dans cet acte. Moi, je coupe, je le donne à la terre et la terre va pousser. Et ça a été complété par les hymnes, par la musique, par les paroles, où on appelle à faire pousser de la vie, de la mort ambiante. Alors, dans votre roman de Monde au miroir, vous reprenez la même thématique. Il y a la thématique des cheveux, de la coupure de cheveux. Là, c'est dans un contexte plus subjectif, donc dans un contexte d'amour, de deuil aussi, de désir. Toutes ces questions-là reviennent. Est-ce qu'il y a un lien entre la façon où cette thématique apparaît là, dans ce soulèvement, et dans votre roman qui raconte une histoire, pas avec le grand H, puisque c'est l'histoire de quelques protagonistes. Oui, non, mais merci pour cette question, puisque en fait, ça m'étonne moi-même, si vous voulez, quand je le lis à la lumière de ce qui se passe maintenant, que ce soit dans ce roman, que ce soit dans cet essai, je me dis, voilà, quand on se concentre, ça veut dire qu'en fait, on essaye de comprendre, et c'est ça aussi pour moi l'écriture. L'écriture, je le fais pour moi-même, pour comprendre des choses qui me hantent. Et effectivement, quand j'écrivais ces personnages, je me suis laissée libre et la question de chevelure est venue. Et ça, bien avant les événements. C'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, vous avez d'une certaine façon anticipé sur ce phénomène tel qu'il apparaît aujourd'hui. Oui, c'est formidable ça, et je suis très contente que votre lecture le soulève. Puisque moi-même, avant, quand c'est arrivé, je me suis dit, mince, elle est déjà là, cette question de chevelure. Et moi, dans le livre, je fais aussi le deuil par ça. Ça veut dire le deuil de personnage, mais qui est une femme écrivaine, moderne, etc., par rapport aussi à sa maladie, par rapport à son absence d'amour, par rapport à tout ce qu'elle vit. Et c'est exactement ça. Et la dimension de deuil est là. Et ce qui est très intéressant dans le soulèvement iranien, c'est que cette dimension de deuil, ça se mêle à une dimension de vie, la mort et la vie, parce qu'il y a cet élan de changement, parce qu'il y a ce désir de changement. Oui, j'ai entendu une interview avec une femme iranienne, je ne me souviens plus exactement dans quel contexte, on s'intéresse à ça récemment, mais qui disait qu'elles étaient prêtes à mourir pour vivre. Voilà, tout à fait. Ça veut dire, en fait, c'est tout le sens de cette révolte. Des jeunes qui disent on meurt pour la liberté et pour vivre. Ça veut dire, en fait, comme le vivre sans la liberté, ça devient une mort installée et longue, on va sortir de cette mort imposée
par le combat. C'est tout ce que vous reprenez d'ailleurs dans votre essai sur la dimension de la vie souterraine. En fait, vous évoquez le décalage entre le régime, ce qu'il prescrit, et la vie des Iraniens d'une grande modernité, où vous évoquez justement tout un tas d'évolutions, de la question de l'homosexualité, des sorties, des unions par exemple du concubinage qu'on appelle mariage blanc, et qui est rappelé par le régime la copulation noire. Enfin, on voit vraiment un décalage inouï, et vous finissez par dire mais cette vie souterraine, en fait, c'est la vie des Iraniens, et bientôt il n'y aura que cette vie-là, il n'y a pas de vie ailleurs que souterraine. Tout à fait. Encore une fois, merci pour souligner ce point-là. Et moi, je suis vraiment, vous savez, pour moi, les livres vivent leur propre vie. Moi, je l'ai écrit, après, ils ont leur vie. Et vous, avec votre lecture, je reviens encore à ces écrits et dis, voilà, il y a quelque chose qui est passé. Et c'est vrai, c'est tout à fait, c'est ce qui m'a intéressé dans cet essai quand je lisais le blog des jeunes Iraniens, qui est une sorte de journal intime, puisque les Iraniens sont les premiers, ça veut dire les jeunes Iraniens sont parmi les premiers à saisir les réseaux sociaux. Et comme il y a une censure, avec les pseudonymes, les pseudonymes et les différents noms empruntés, il écrivait leurs sensations, leur vie intime. Et dans cette vie intime, il y a tout ce que vous dites. Et moi, je me suis dit, voilà une cité imaginaire, ça veut dire une underground iranien est sur la terre, quelque part. Et effectivement, je me suis dit, wow, qu'est-ce qui va se passer si un jour, et c'est un jour, c'est arrivé. Alors, pour revenir, on pourrait vous proposer, puisque vous vous intéressez à notre lecture, on pourrait vous proposer par rapport à la question du voile et de la coupure du chevelure, une lecture que nous avons faite. On s'est dit que finalement le voile vient voiler le désir, il vient éviter. Il vient faire en sorte qu'il n'y ait pas de désir. Par contre, les cheveux, la chevelure, elle vient voiler quelque chose qui empêche le désir. Oui. Qui plutôt, là, dans le cas de votre protagoniste, Elahe, oui. Elle est plutôt... la chevelure vient cacher sa maladie, d'une certaine façon. Oui, tout à fait. Tout à fait. En même temps, dans une des scènes de ce roman, maintenant que je le lis aujourd'hui, elle parle du fait que des contes iraniens ou des contes, mais je pense que dans d'autres pays ça existe aussi, les femmes qui font avec des cheveux longs, qui font des cordes pour que leur amant ou leur amante vient, voilà. Donc c'est aussi le lien avec l'amour. Et ça, dans cette scène, je l'aborde aussi. Elle dit, moi, j'étais fascinée par ce conte-là, et finalement, comme avec chaque amant que j'ai perdu, j'ai un peu coupé. Alors sinon, je serais chauve aujourd'hui si j'avais continué. Donc c'est un peu une plaisanterie qu'elle fait, mais toujours la même question qui revient. Ça veut dire c'est tout à fait une lecture exacte. Hier, quand je pensais à ça, en pensant à vos questionnements, je me suis dit oui, c'est dans les dialogues. Alors, une autre question, toute autre question. Dans votre islam politique, vous parlez de femmes Hezbollah. Des femmes, en fait, qui, au lendemain de la révolution de 1979, ont été reconnues comme le seul modèle de féminité possible, alors que, à l'opposé, les femmes qui n'ont pas reçu d'éducation religieuse ont été considérées comme des corrompues. Je pense que vous étiez parmi elles, parmi les femmes corrompues. Alors, ces femmes Hezbollah sont considérées comme des piliers aussi du régime et contribuent à la répression des autres femmes. Qu'est-ce que vous pensez de ce phénomène des femmes qui s'érigent contre des femmes? Si vous voulez, moi je pense que ça va exactement dans le sens de ce que je crois toujours, et je pense qu'il faut le dire chaque fois qu'on parle de féminisme des femmes. Il existe une sorte de vision universaliste, ça veut dire il faut dégager la perspective. Il ne faut pas essentialiser la sexualité. Moi, je trouve que ça plaide pour ça, l'expérience iranienne, comme l'expérience fascisante en Allemagne, comme l'expérience partout, de l'extrême droite, même aujourd'hui. C'est-à-dire que les femmes n'ont pas... Être femme n'est pas un vaccin contre le fascisme, ni contre le racisme, ni contre... On le voit, ici même en France, on le voit. Et l'expérience iranienne en
même aujourd'hui. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui, à l'époque, étaient fascinées par la figure de Khomeini. Elles ont décidé de s'éloigner. Mais il existe quand même une partie des femmes qui ont des intérêts très clairs et très précis dans le maintien du régime, qui sont de la nouvelle classe sociale que ce régime a construit, avec une pauvreté qui va au galop, avec une prostitution, avec la drogue, avec tout ça, c'est-à-dire la corruption totale. Mais ces femmes-là sont toujours présentes avec les tchadors, etc., dans les instances internationales pour dire c'est nous. Nous sommes la figure authentique des femmes musulmanes. C'est ça, c'est cette authenticité, encore une fois, l'essentialisation d'une image de bons musulmans, alors que les musulmans sont les premières victimes de l'islamisme. Oui. Alors, effectivement, c'est très intéressant, cette histoire. En fait, l'être femme est un miroir dans lequel on voit toutes les identités mortifères. Il y aurait les vraies, il y aurait les fausses, mais alors par rapport à ces deux visions, on pourrait aussi opposer deux visions antagonistes du voile. Celle qui fait du voile, effectivement, le symbole de l'oppression des femmes, et une autre lecture dont je lisais encore hier un sociologue iranien qui disait, attention, la protestation n'est pas contre le voile en tant que tel, mais contre le port obligatoire du voile. Et il me semble que les deux visions ne sont pas conciliable. Si le voile est un symbole de l'oppression, il ne peut pas y avoir de port libre du voile. Si vous voulez, c'est une très bonne question, Déborah, puisque moi, de toute façon, en France aussi, j'ai travaillé beaucoup sur la question interculturelle. Et je me suis trouvée face aux femmes qui me disent « je l'ai fait par le choix ». Et donc, bien sûr, moi j'accepte. C'est la première chose que je dis oui, j'accepte que c'est votre choix. Mais un choix, c'est toujours subjectif. Un choix, c'est pas quelque chose qui reste stable. Vous pouvez faire un choix à 18 ans et le regretter à 60 ans. Le choix est toujours... voilà. Et donc, il faudrait pas arrêter la question sur le choix. Il faut interroger le choix, il faut voir l'histoire, il faut voir aujourd'hui, demain, et dire quelles sont les conséquences. Et moi, je dis toujours, si vous voulez, bien sûr qu'en Iran, on ne va pas tirer le voile sur la tête des femmes. Mais ce qui nous démontre cette expérience, c'est aussi l'utilisation qu'en fait le pouvoir. Comment ça devient une uniforme fascisante. Et en plus, la question que se pose, et aujourd'hui beaucoup de jeunes femmes et hommes se le posent, c'est, si vous voulez, l'image qu'on projette à partir de ça, de l'être féminin et de l'être masculin, pas seulement l'être féminin. Pour cela, je vous dis, par exemple, une publicité qui démontre une bonbonne à moitié dévoilée, où aujourd'hui, voilà, et les femmes il y a des mouches là-dessous, et la femme non voilée, c'est assimilé à la bonbonne pourrie, et les hommes aux mouches. C'est ce qu'il faut voir aussi, que les hommes sont assimilés aux mouches. Et il y a d'autres publicités dans le même sens où les hommes sont assimilés aux gens qui ne peuvent pas se contrôler devant une femme découverte, si vous voulez. Alors tout ça, c'est la jeunesse iranienne la proteste. Un des slogans, et je le dis, ils disent « c'est toi la dévergondée, c'est pas moi, c'est toi. Moi, je suis libre, c'est toi qui es corrompu. » C'est-à-dire, on renvoie cette image, que ce soit les hommes et les femmes, le répètent ensemble dans les manifestations. Et ce qui est très intéressant, c'est que la question du genre est dépassée quelque part dans ces manifestations. Il y a beaucoup des expressions qui disent femmes et hommes, de toute façon, on ne va pas nous définir par notre sexualité, on est des êtres libres, autonomes, etc., etc. Ok, maintenant je voudrais vous poser, puisque on n'a pas parlé beaucoup de votre parcours personnel, mais vous êtes une exilée. Oui. Donc, je voudrais aborder une question qui a à voir avec l'exil et qui apparaît aussi dans votre livre. En fait, c'est la question de la culpabilité de ceux qui ont été sauvés du pire. Il y a un personnage, au passage, c'est pas un personnage très, très important dans le roman, mais un personnage qui s'excuse de dire « et nous sommes vivants ». Oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce point-là, de la culpabilité de ceux qui ont oui, une question qui touche à l'exil, finalement. Oui. Absolument, à la fois à l'exil, au deuil,
au vécu de la violence, et même la violence politique et aussi d'autres formes de violence sexuelle, etc. Vous savez très bien que les victimes de viol vivent toujours une sorte de culpabilité alors qu'elles sont que victimes. Donc, si vous voulez, il y a toujours, moi-même, je l'ai vécu, cette culpabilité, ce qui m'a poussé d'ailleurs à écrire. Aujourd'hui, quand je regarde mon parcours d'écriture, puisque c'est ça qui, pour moi, c'est le plus important dans ce que je fais, et en dehors de l'action, bien sûr, mais aussi réfléchir, lire, écrire, lutter et vivre, voilà, tout ça, je vois qu'il y a Déjà, quand je me suis trouvée en exil, il y avait derrière moi quand même beaucoup de sang, puisqu'il y a eu une répression terrible de ma génération. Nous avons participé dans la révolution avec l'espoir d'un monde meilleur, mais nous avons été après réprimés tout de suite par le nouveau pouvoir. Effectivement, il y a eu de ma génération des milliers qui se sont trouvés dans la prison politique, qui ont été exécutés ou qui ont perdu leur jeunesse. Et moi, je vivais toujours cette culpabilité. Et pourquoi je ne suis pas parmi elles et parmi eux? Et donc, je poursuivais toujours leur trajectoire et je voyais dans les mémoires des prisonniers politiques, et j'ai consacré tout un livre là-dessus qui s'appelle « Le nouvel homme islamiste », en fait, c'est à partir de la lecture et l'analyse de ces mémoires des prisonniers que j'ai compris, que j'ai saisi la dimension fascisante de l'islamisme. Avant, je travaillais sur les sujets, mais je ne le voyais pas. Alors ici, j'ai vu à partir de la nature de cette répression, voilà, on est face à cela. Et j'ai vu quand même que ces prisonniers, en écrivant leurs mémoires, il y avait toujours la culpabilité qui était à l'intérieur, alors qu'elles étaient victimes. Les personnes étaient victimes, mais comme elles étaient rescapées de ces prisons, elles se disaient « pourquoi moi ?» Comme moi, je disais « pourquoi moi j'étais sauvée ?» Elle aussi, elle disait « pourquoi moi j'étais sauvée de cette prison ?» Alors, une autre question qui concerne les gens qui sont passés par les prisons, dont vous avez, je pense, beaucoup travaillé, la question des prisons et des témoignages des gens qui ont été dans les prisons. Il y a un autre trait qui apparaît dans votre roman, qui est... il me semble, vous allez peut-être me corriger, qu'il y a une incohérence dans l'amour, de la possibilité de l'amour après tout ça. Oui, je pense que tout au cours ça veut dire de toute façon, que ce soit dans mes nouvelles ou dans le roman, comme après quand je les lis et on m'interroge, je vois qu'il y a une impossibilité de l'amour qui est interrogée à partir des personnages. Et je pense que ça vient aussi finalement à cette absence de liberté qu'on vit soit dans la prison, mais aussi au sein de la société. Comment on pourrait vivre un amour? Moi, je pense que profondément que si on n'a pas la possibilité de se construire comme être autonome et libre, l'amour devient compliqué, si vous voulez, la retrouvaille de l'autrui dans la communication. Et je pense que c'est un des problèmes aussi des jeunes Iraniens que j'ai trouvé beaucoup dans leur blog, cette impossibilité. Moi-même, je l'ai décrit à partir de mes personnages d'exilés avant. Et dans les blogs des jeunes, je l'ai trouvé. Donc c'est un problème sociétal. Pour moi, c'est quelque chose sur lequel s'il y a un Iran après, mais même aujourd'hui, à travers je trouve que quelque chose qui est très beau dans ce soulèvement, c'est que les femmes et les hommes sont en train de se retrouver autrement. Puisque vous savez, quand dans une société, vous êtes identifié comme soit objet de désir, comme les femmes, par exemple, avec le voile, vous êtes objet sexuel. Donc il faut que vous vous cachiez, vous convoitez le désir de l'autre. Et les hommes, vous êtes toujours en train de chasser les autres. C'est difficile de se retrouver dans d'autres dimensions. Aujourd'hui, dans cette révolte, les jeunes sont en train de se toucher autrement, comme camarades, comme les personnes qui sont ensemble, qui regardent ensemble l'avenir. Ce n'est plus dans cette chape de plomb où on vous canalise pour regarder dans l'autre seulement un sexe ambulant, si vous voulez. Donc c'est très intéressant, mais ça, il faut l'interroger. Il faut l'interroger, cette dimension. Je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer à ce niveau-là. Alors une autre question, ou peut-être une question pour terminer.
Emmanuel Macron a déclaré le 14 novembre dernier que la révolution actuelle en Iran complique les discussions avec l'Iran sur le nucléaire. Nous avons été informés en effet qu'au même moment, le Téhéran a commencé à produire de l'uranium enrichi à 60%, ce qui permettrait d'obtenir une arme nucléaire, que l'Iran aussi est en train de fournir la Russie par des drones suicides qui permettent d'attaquer l'Ukraine. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette déclaration de Macron que le soulèvement complique la négociation avec l'Iran? Si vous voulez, avant de répondre à ça, je voulais revenir, puisque ça ça trotte à ma tête. Oui. C'est que, par exemple, en Iran, ces dernières années, il y a eu quand même une coming out des personnes, de femmes et des hommes homosexuels. Il y a eu tous les tabous. Les jeunes ont commencé à briser beaucoup de tabous, tout en étant réprimés, mais en même temps, on les voyait dans leur art, dans leur manière de faire, dans leur art urbain et tout ce qui existe dans le cinéma iranien de manière indirecte. Tous ces thèmes ont été explorés et aujourd'hui dans la révolte aussi. Ça, je voulais ajouter. Ça veut dire que sur tous les plans, il y a une effervescence qui accumule. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui tombe du ciel. C'est un processus en cours qui maintenant se cristallise à partir de cette révolte. Mais par rapport à la parole de M. Macron, le président Macron, moi je pense que heureusement que ça complique, si vous voulez. Pourquoi? Puisque depuis longtemps, si on regarde l'historique de négociations nucléaires, ces négociations étaient stériles. Si vous voulez. Jamais le pouvoir iranien n'était sincère. Jamais. Moi, même à l'intérieur, si vous voulez, à l'époque, il y a eu des gens qui ont écrit, qui ont demandé un référendum, à l'intérieur même, qui sont maintenant en exil puisqu'ils ont été réprimés. Les gens ont demandé un débat. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça apporte, cette arme nucléaire? Ou cette arme, ou nucléaire, même si le régime prétend que c'est passif pour les objectifs paisibles, pour la paix, pour le développement. Mais on sait que l'Iran, c'est un pays très ensoleillé. Il y a des régions très ensoleillées. On sait que l'écologie a été ruinée. On sait tout ça. Il y a eu un vrai débat, encore une fois réprimé. Et le régime a continué, tout d'abord, à négocier dans les couloirs. Ça a été toujours les négociations, même avec l'Amérique ou ailleurs. On sait très bien, nous, que ça a été toujours en cours. Et jamais avec un résultat concret, puisque... Donc ici, ce que vous dites, voilà, ce que vous dites ici, ça se dévoile. Voilà, ici, ça se dévoile tout simplement. Et moi, je plaide pour le fait que la négociation avec l'Iran et le soutien du peuple iranien se séparent de la question nucléaire, puisque ça nous complique les choses. Ça complique les choses aux gens qui veulent changer. C'est peut-être pour les pouvoirs occidentaux, mais pour les peuples en révolution, c'est encore plus compliqué. Si vous voulez. Bon, merci beaucoup, Chala Shafik. Merci à vous. On est malheureusement, on doit passer à la rubrique suivante. Restez avec nous encore quelques secondes. On pourrait continuer beaucoup plus longtemps. On a préparé beaucoup plus de questions, mais malheureusement, on doit... Non, mais c'était déjà très bien. On doit arrêter et passer à la rubrique suivante qui s'intitule « L'actualité en psychanalyse ». On va accueillir pour cette rubrique notre collègue Mathieu Sirio. Allons-y. Mathieu Sirio, bonjour. Vous êtes psychanalyste, membre de l'école de la cause freudienne et de l'Association mondiale de psychanalyse. Et alors, pour notre rubrique actualité d'aujourd'hui, vous allez nous parler d'une nouvelle traduction de Plotin. C'est tout à fait ça.
En effet, donc, la célèbre librairie philosophique Vrin a publié en décembre 2021 une nouvelle traduction de l'un des 54 traités de Plotin, de ce philosophe gréco-romain du IIe siècle après Jésus-Christ, initiateur de la pensée néoplatonicienne. C'est l'historien Bertrand Ham qui a traduit et commenté ce traité, le 30e, qui porte le titre « Sur la nature, la contemplation et l'un ». La publication des écrits de Plotin par cette librairie se fait très rare. Cette sortie est donc un événement, une actualité de la philosophie, car comme l'explique Pierre Hadot dans l'avant-propos de cet ouvrage, je le cite, « Cette nouvelle traduction française résulte des progrès de la recherche plotinienne et se propose de rendre intelligible le texte d'un auteur qui trop souvent exprime sa pensée avec une concision désespérante. » Fin de citation. Vous voulez dire que c'est difficile à comprendre ? C'est difficile à comprendre. Exactement. Plotin transmettait donc sa pensée au sein d'un enseignement oral, que son plus fidèle disciple, Porphyre de Tyr, a transcrit et organisé. Dans son enseignement, Plotin a proposé une interprétation nouvelle du platonisme, en inaugurant une façon théologique de lire l'œuvre de Platon et en faisant du Parménide le maître ouvrage de la philosophie. Sa métaphysique, c'est là où c'est un peu compliqué, repose sur un système ternaire qui associe rationalisme et religion. Au sommet, il y a l'un, qui est puissance de toute chose sans être aucune de ces choses. Puis vient l'intelligence, où se réalise la multiplicité des choses intelligibles, des êtres véritables. Enfin, à l'étage inférieur, c'est le monde sensible, qui ne contient que le reflet des êtres disséminés dans l'espace et localement séparés les uns des autres. Alors, quel est l'intérêt de cette traduction pour la psychanalyse ? Cette traduction... Cette traduction du traité 30, et puis on peut aussi dire les autres, au fond, toutes les autres traductions, plus anciennes ou à venir, il me semble, sont une opportunité pour les psychanalystes de travailler une référence majeure et fondamentale de ce que nous nommons le dernier enseignement de Jacques Lacan. Précisons, et ça me semble très important, que donc dans son séminaire encore, datant de 1972-1973, Lacan fait mention des néoplatoniciens au moment précis où il interroge le statut de l'un et où il prononce pour la première fois qu'il y a de l'un tout seul. Jacques-Alain Miller, dans son dernier cours prononcé en 2011, revient abondamment sur Plotin et les néoplatoniciens. Je le cite. « En criant, il y a de l'un. Lacan s'inscrivait dans la tradition de l'énologie, de la doctrine de l'un, celle que les néoplatoniciens ont fait fleurir et qui s'efforçait précisément de penser le un au-delà de l'être et de l'essence, de penser le un comme supérieur, antérieur, indépendant par rapport à l'être. » Fin de citation. Jacques-Alain Miller précise dans ce cours que s'il avait aujourd'hui à résumer l'itinéraire de Lacan, il pourrait dire qu'il va de l'ontologie à l'énologie, de l'être à l'un. Et c'est ce qui fait toute la richesse donc de ce traité 30, c'est que donc l'être, comme le dit Plotin dans ce traité, c'est la pensée, c'est-à-dire un tout multiple et infini de connaissance des choses extérieures que le sujet identifie. Une chose intelligible renvoie toujours à une autre, et ce, à l'infini. Pour que ce tout existe, explique Plotin dans ce traité, il faut un au-delà, soit l'un, qui est principe et puissance de toutes les choses. La multiplicité est postérieure à l'unité, l'un est donc antérieur au tout et n'en fait pas partie. C'est l'un absolu, ou tout seul, dirions-nous. Je cite Plotin à la page 65 de ce traité. En chaque chose, il y a un auquel tu remonteras, et celui-ci à chaque fois mène à un antérieur à lui, mais pas absolument un, jusqu'à ce que l'on parvienne à l'absolument un. Et celui-là ne mène plus à un autre. Fin de citation. L'un ne mène donc à aucun autre un, c'est un arrêt de la pensée, un au-delà de l'être. Et c'est en cela que ça intéresse particulièrement la psychanalyse, cette question du passage donc de l'être à l'un. Tout à fait. Si Lacan il se réfère autant aux néoplatoniciens, donc à ce schéma de pensée donc, qui part de la généralité
pour rejoindre une primauté, c'est pour démontrer que le sens, le langage, soit l'être, résultant du renvoi d'un signifiant à un autre signifiant, en deviennent secondaires. Et donc, pour répondre à ta question, Déborah, si nous resituons cela au niveau de l'expérience analytique, c'est ça ce qui nous importe. Le sens infini et multiple ne permet donc pas d'atteindre la racine du symptôme, c'est-à-dire de ce qui cause la souffrance d'un sujet. Et ce, d'autant plus que le symptôme se nourrit de sens, comme le précise Lacan. Mettre du sens sur la souffrance ne la réduit pas complètement. Bien sûr, un sujet qui vient en analyse essaie de comprendre, de parler de ce qui l'assaille de manière répétitive et qui demeure incompréhensible. Et donc, si on suit cette logique, le sujet, en mettant du sens, il tente déjà d'interpréter ce qui est hors sens pour lui. La question se situe donc au niveau de la pratique de l'analyste, c'est-à-dire du type d'intervention et d'interprétation choisie. Une analyse qui s'orienterait uniquement du côté des effets de sens serait infinie, interminable. Il y aurait alors multiplication, redoublement de sens. Alors pourquoi est-ce que Lacan s'intéresse aux néoplatoniciens ? Alors, pour continuer un peu ce que j'ai développé auparavant, si Lacan il s'intéresse autant aux néoplatoniciens, à l'un, c'est qu'il entrevoit un autre abord de ce que Freud avait isolé et appelé, après une analyse aboutie, les restes symptomatiques. Dans cette perspective lacanienne, ce que rencontre le sujet à la fin de son analyse, après avoir repéré et traversé la construction sur laquelle reposait son symptôme, eh bien c'est l'un tout seul. C'est-à-dire le signifiant premier, hors sens pour lui, ça c'est très important, le pour lui, qui a présidé et conditionné son rapport au monde et à l'autre. La fin de l'analyse est donc une question fondamentale pour les psychanalystes. Preuve en est le dernier ouvrage de Jacques-Alain Miller, car c'est sa conceptualisation, à la fin de l'analyse donc, qui permet de penser l'interprétation et l'orientation des cures. Les coupures des séances sur un signifiant donné, ou l'usage d'équivoques signifiantes, c'est-à-dire de signifiants qui pourraient à l'écrit avoir plusieurs sens, eh bien justement ça vise à la réduction du sens et non à sa prolifération. Ces interventions sont déjà une présentification de l'un tout seul, une direction vers la fin de l'analyse. Bon, mais, oui. Oui, pour finir, oui, contrairement donc à certains stéréotypes, la fin de l'analyse est un enjeu majeur pour les psychanalystes, car elle contribue à l'actualisation et à l'orientation de la pratique analytique. Donc vous nous apprenez une bonne nouvelle, c'est qu'on peut finir une analyse. Exactement, tout à fait. Voilà, très bien, c'est un peu ce que j'allais dire, Déborah. Merci. Donc, merci Mathieu Suriot de cette chronique très enseignante. Nous arrivons en fin d'émission. Nous disons à nos spectateurs à bientôt, et plus précisément à samedi prochain à 18h30 précise.